Nouveau chapitre, intitulé Fonctions de plusieurs variables. Alors, en première année, vous avez vu essentiellement des fonctions définies sur un intervalle i incluant r à valeur réelle. Et on a étudié la continuité, la dérivabilité et tout un tas de choses. Dans le chapitre précédent, on a changé l'espace d'arrivée. On avait pris une fonction de i incluant r dans un r espace vectoriel de dimension finie, par exemple la valeur dans r puissance p. Et on a vu qu'en repassant composante par composante, pour définir la notion de dérivée, c'était pas très compliqué, sauf que la dérivée d'une fonction de i inclus dans R, donc d'un intervalle de R dans R puissance P, la dérivée devenait un vecteur. Mais ça ne posait pas vraiment de soucis. Ici, dans ce chapitre, les choses vont être plus compliquées, puisque quand je vais prendre, c'est l'espace de départ que je vais changer. Au lieu de prendre, je vais prendre une fonction définie sur une partie incluse dans R puissance P, et on verra que cette partie sera souvent un ouvert. À valeur dans R, alors là, si on prenait une fonction de oméga, une partie de RP dans R puissance n, ce serait pas très compliqué, puisqu'en étudiant composante par composante, là encore, les choses se passeraient de la même façon. Donc je vais étudier ce qu'on appelle des fonctions de plusieurs variables, c'est-à-dire une fonction qui dépend de x1, xp, où le puplay x1, xp peut évoluer dans un domaine grand oméga qui sera un ouvert. Quel est l'avantage d'avoir affaire à un ouvert? C'est que quand j'ai un ouvert, tout point qui est dans l'ouvert, il existe une boule de rayon strictement positif centrée en ce point qui est entièrement incluse dans oméga. Autrement dit, je peux approcher de ce point A dans toutes les directions, ce qui pour la notion de limite sera intéressant. Mais la grande difficulté pour les fonctions de plusieurs variables, c'est que la notion de dérivabilité n'a plus aucun sens. On ne pourra pas dire qu'une fonction de plusieurs variables est dérivable. Eh bien, on va essayer de trouver des notions qui permettent de pallier à cette absence de notion de nombre dérivé ou de fonction dérivée. Et on va pouvoir quand même définir des fonctions de classe C1 pour des fonctions de plusieurs variables. Mais avant ça, il faut que je définisse la dérivée selon un vecteur et les dérivées partielles. Alors la notion de dérivée selon un vecteur, ça va permettre de se ramener à des fonctions qui ne dépendent en fait que d'une variable en étudiant seulement comment évolue la fonction dans une seule direction. Et la définition est la suivante, je prends f, une fonction définie sur oméga, un ouvert de Rp, à valeur réelle, et a, un point de oméga, et je vais étudier v, un vecteur non nul de R puissance P. Et en gros, je vais étudier la fonction à partir du point A quand je me déplace dans la direction V, donc selon une direction droite. Et pour cela, je vais regarder une quantité que je vais interpréter ensuite comme un taux d'accroissement qui est f de A plus TV moins f de A sur T. Donc f de A, si vous avez A qui est ici, et V un vecteur qui est ici, f de A plus TV quand T est très petit, c'est quand on se déplace, quand T tend vers 0 plus ou vers 0 moins, dans cette direction-là, si votre vecteur V est ici. Et on va regarder f de A plus TV moins f de A sur T. Donc c'est un taux d'accroissement qui, quand T tend vers 0, sans doute si f est continu, en tout cas en A, j'aurai une forme indéterminée 0 sur 0. Et bien si ce taux d'accroissement possède une limite finie quand t tend vers 0, on dira que f admet une dérivée en A selon le vecteur V, qu'on notera grand D indice V en f de f en A, et qui vaudra la limite de ce quotient. Donc, j'ai déjà fait une interprétation graphique, mais l'existence d'une dérivée selon V en A revient à étudier, si je l'interprète ça vraiment comme un taux d'accroissement, c'est la dérivée en 0 de la fonction g qui à t donne f de A plus tv. Pourquoi? Parce que ça fait g de t moins g de 0 sur t moins 0. Or, g, la fonction qui à t donne f de A plus tv, c'est une fonction à valeur réelle, mais d'une seule variable réelle, t. Ce qui a été un avantage parce que là, j'ai pu diviser par t. Or, diviser par un vecteur, ça n'aurait pas de sens. Donc je divise par t, j'ai une fonction numérique d'une variable réelle, et j'étudie sa dérivée en 0, et sous réserve que cette fonction soit dérivable en 0, et bien sa dérivée en 0, c'est ce que j'appelle la dérivée de f selon le vecteur v en A. Donc en gros, c'est quand je me déplace au voisinage de A dans la direction du vecteur v, je regarde comment se comporte cette fonction f, et si ce qu'on interprète ici comme un taux d'accroissement à une limite, on dit que la fonction admet une dérivée selon le vecteur A. Alors, pour les fonctions d'une variable, quand on a la notion de dérivabilité, très rapidement, on voit qu'une fonction dérivable implique qu'elle est continue. Là, pour une fonction de plusieurs variables, on pourrait espérer, alors la notion de dérivée n'a plus de sens, mais la notion de dérivée selon le vecteur v, on pourrait espérer qu'une fonction qui admettrait une dérivée selon tout vecteur, autrement dit une dérivée dans toutes les directions, soit continue. Eh bien, on va voir que ce n'est pas vrai. Et pour ça, on va étudier un exemple. Donc je prends la fonction qui va de R2 dans R, qui au couple xy associe xy carré sur x2 plus y4 si xy n'est pas le couple 0, 0 et 0 sinon. Et on va étudier la dérivée de f en le point A, 0, 0, selon tout vecteur non nul. Donc je prends V, un vecteur non nul de R2, donc V1, V2,
et je prends A, 0, 0. Donc je regarde mon taux d'accroissement f de A plus TV moins f de A sur 0. Alors f de A vaut 0. F de A plus TV, ça fait f de TV1, TV2. Donc si je remplace, ça fait T cube fois V1, V2 sur T carré V1 plus T puissance 4 V2. Et quand je divise par T, j'obtiens T cube V1, V2 sur T cube V1 au carré plus T5 V2. Et je regarde la limite de cette quantité-là quand T tend vers 0. Alors j'ai évidemment une forme indéterminée 0 sur 0, mais je vais pouvoir la lever en regardant au dénominateur un équivalent le plus simple qui sera le terme de plus bas degré, puisque j'ai un polynôme en T. Alors là, on va avoir deux cas. Si V1 est non nul, le terme de plus bas degré, c'est le terme en T cube. Donc j'ai un équivalent pour le taux d'accroissement en T cube V1 V2 sur T cube V1 au carré. Les T cubes s'en vont et ceci tend vers V2 sur V1. Donc si V1 est non nul, f admet une dérivée selon le vecteur V en 0, 0 qui vaut V2 sur V1. Et si V1 vaut 0, mais comme V c'est pas le vecteur nul, ça veut dire que V2 est non nul. Et donc cette quantité-là, bah, ça fait 0 fois V2 sur 0 plus T5 fois V2. Le taux d'accroissement est constant nul, donc tend vers 0. Et donc f admet une dérivée selon le vecteur V en 0, 0 qui est nul. Et donc f possède bien une dérivée selon tout vecteur non nul V en 0, 0. Et pourtant, la fonction f n'est pas continue en 0, 0. Alors il y a plusieurs façons de le voir, mais toutes reposent sur le fait que dans ma fonction f, je vois que le x et le y carré jouent un peu le même rôle. Donc si je remplace un x par y carré, j'obtiens que f de y carré y vaut, si jamais le y est non nul pour ne pas être dans ce cas-là, ça fait y carré fois y carré, ce qui fait y4 sur y4 plus y4, ça fait 1 demi. Donc la fonction f de y carré y est constante égale à 1 demi. Mais si je le prends en y égale 0, f de 0, 0 vaut 0. Ce qui crée une espèce de discontinuité quand je me rapproche de 0, 0 en vérifiant que x est égal à y carré. Autrement dit, en suivant une branche de parabole, ma fonction serait constante égale à 1,5, et puis en 0, 0, elle tomberait à 0, et puis elle remonterait à 1,5, ce qui donne une discontinuité. Alors là, c'est un argument, j'ai envie de dire, intuitif. Pour le rendre rigoureux, ben, je vais tout simplement utiliser la caractérisation séquentielle de la limite. Je vais prendre une suite yn qui tend vers 0 avec yn non nul, par exemple, je prends yn égale 1 sur n. Je dis que le couple yn carré yn tend vers le couple 0, 0, puisque une convergence de suite vectorielle, alors pour n'importe quelle norme, hein, vous pouvez prendre la norme infinie, la norme 1, la norme 2, ça va bien fonctionner, ça revient à avoir la convergence composante par composante, comme yn tend vers 0, yn carré tend vers 0, ça tend bien vers 0, 0. Mais f de yn carré yn, qui vaut 1,5, ne tend pas vers f de 0, 0. Et donc j'ai une contradiction avec la caractérisation séquentielle de la limite, qui assure que f ne tend pas vers 0, 0 en 0, 0, et donc que f n'est pas continu en 0, 0. Donc là, il faudra se méfier de son intuition. Admettre une dérivée selon tout vecteur, ça ne suffit même pas à avoir la continuité. On verra que la bonne hypothèse, un peu plus tard dans le chapitre, ce sera la notion d'être de classe C1.